Inceste, de quoi parle-t-on ? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, thème difficile et grave s'il en est. Autour du plateau, il y a du monde pour en parler. Jean-Michel qui est avec nous par téléphone, qui témoignera dans quelques instants de manière anonyme. Jean-Michel, vous êtes marié, père de famille, et vous avez donc été victime d'actes incestueux. Bonjour. Bonjour. Anne de Lucie autour du plateau, qui est administrateur ad hoc. Bonjour. Bonjour. Parlez bien près du micro tous. Josiane Périssé, vous êtes psychologue à l'unité hospitalière Enfance en danger à l'hôpital des enfants au CHU de Toulouse. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Laure Dutheil, vous êtes membre de l'association Innocence en danger, IED à Toulouse. Bonjour. Bonjour. Voilà, on m'a suggéré à de nombreuses reprises de faire une émission sur ce sujet, donc j'ai fini par sauter le pas, et je vous remercie tous d'être là ce matin pour nous aider à parler de ce sujet qui ne se veut absolument pas être sensationnaliste. Je redis un petit peu le cadre de cette émission. On essaye de temps à autre, particulièrement les vendredis, de parler de réalités de vie particulièrement difficiles et douloureuses pour que les auditeurs soient sensibilisés ou quand ils sont concernés, qu'ils aient des éléments pour éventuellement les aider à avancer. On va commencer avec vous, Jean-Michel. Vous allez nous raconter en fait ce qui vous est arrivé et vous avez accepté donc de témoigner à cette antenne. Je vous en remercie. Pour vous présenter, même si vous êtes anonyme, qu'est-ce que vous pourriez dire de vous pour que, même si on n'a pas de visage et de nom, on sache un petit peu qui vous êtes? Alors je pourrais pas vous donner ma profession, mais disons que je suis la chose qui compte, c'est que je suis un père et un époux. C'est vraiment on va dire la base de mon être, c'est mon devoir d'État, voilà. Voilà. Et que je suis chrétien aussi et catholique pratiquant. Voilà. Et c'est important pour vous. C'est très important parce que c'est une force personnelle, une force spirituelle et une aide constante aussi à passer toutes les épreuves de la vie, hein, que ce soit l'inceste ou autre chose. Voilà, on peut dire aussi que vous avez aujourd'hui une trentaine d'années. Alors, ma question peut paraître un peu abrupte au début de cette émission, mais puisque vous êtes invité à témoigner, est-ce que vous pouvez nous raconter ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire des circonstances dans lesquelles donc vous avez été victime d'un viol, d'une agression sexuelle? Oui. Alors déjà, je pense qu'il y a une petite précision à apporter, c'est que c'est un cadre incestueux, donc c'est un inceste, mais c'est un inceste pédophilique, c'est-à-dire que l'acte pédophile est incestueux, donc je dirais que l'aspect incestueux renforce à l'acte pédophilique. Et il y a des incestes que je qualifierais de simples, mais qui ne sont pas pédophiles et qui peuvent être tout autant traumatiques. Hein. C'est pas du tout, je fais pas d'échelle de valeur entre les deux ou d'échelle de difficulté, mais c'est un inceste pédophilique. Je pense que c'est bien à clarifier. Et alors pour l'histoire, donc j'étais un jeune enfant de 6 ou 7 ans. Alors les souvenirs sont chronologiques, les souvenirs factuels sont très clairs, mais les souvenirs chronologiques sont un peu flous. Voilà, aux alentours de 6-7 ans, donc j'ai subi une agression sexuelle de la part d'un oncle par alliance. Voilà, que je qualifie de viol. Alors je m'excuse déjà auprès des juristes pénalistes qui peuvent écouter. C'est pas la définition légale du viol, puisqu'il n'y a pas nécessairement pénétration, mais pour moi un viol, c'est dans tous les cas c'est une violence et une atteinte à la pureté, à l'innocence, à l'intimité, à la dignité de la personne, si vous voulez, et surtout une atteinte à la liberté de la personne. C'est une privation de la liberté, d'autant plus forte que c'est une privation de la liberté de l'enfance, quoi. Alors, quand on a préparé votre témoignage ensemble, vous m'avez dit que l'autre chose à dire tout de suite, et je pense que c'est vraiment très important, c'est de dire que vous avez vécu longtemps seul avec ce drame. Voilà, et cette solitude, quand vous en parliez, c'est vrai que c'était assez bouleversant. Est-ce que vous pouvez nous redire voilà, comment le petit garçon que vous étiez a traversé un certain nombre d'années avec ce secret terrible? Oui, alors il y a plusieurs raisons à cela. Hein. C'est que la principale, quoique les deux se valent, mais je dirais que la principale, c'est qu'il faut le temps d'avoir la force de parler.
déjà le temps de se rendre compte aussi, parce qu'on n'a pas nécessairement la capacité, la capacité morale, mentale, le recul sur les choses, hein, quand on est un petit enfant de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, jusqu'à ce que l'on découvre aussi la puberté, son corps, on n'a pas nécessairement le recul pour se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc il faut le temps pour vraiment s'en rendre compte. Il faut aussi la force de pouvoir parler, et la force, elle dépend de chaque personne et des circonstances évidemment personnelles. Alors ce temps d'avoir la force, c'est vraiment la raison principale. Ensuite, j'ai dans une famille où il y avait je suis l'aîné, et mes petits frères avaient aussi traversé des événements assez traumatiques. Donc d'une part, je ne pouvais pas priver, on va dire, mes petits frères, c'est un peu une responsabilité d'aîné, si vous voulez, mais je ne pouvais pas priver mes petits frères de la nécessaire attention dont ils avaient besoin à ce moment-là. Et ensuite, trop d'un coup, ça allait être un peu beaucoup pour les parents, si vous voulez. Donc le temps d'avoir la force et la situation familiale faisait que voilà, j'ai une dizaine d'années avant de lâcher le morceau, avant d'en parler, mais c'est une sorte de cocotte minute, si vous voulez. On a envie d'en parler tout le temps. Une fois qu'on s'est rendu compte de ce qui s'était passé, on n'a qu'une seule envie, c'est d'en parler, mais on a des craintes, on a des peurs, on se dit que c'est pas le moment, on se dit que ça va blesser l'autre, etc. Mais la parole doit être révélée, ça c'est une certitude. Ouais. Vous me disiez en préparant l'émission que pour vous, de votre côté, ça n'était pas la culpabilité qui vous avait freiné, mais une volonté donc de protection de votre entourage. C'est bien ça ? C'est ce que j'avais compris. Oui, c'est principalement ça, hein, que ce soit ma fratrie, mes parents, et puis les générations au-dessus, les collatéraux, etc. Il y a je pense qu'il y a plusieurs situations, hein, dans ces cas-là. Il y a l'enfant qui se sent coupable. Ou qui a peur d'être coupable de révéler quelque chose parce que la personne qui a commis l'inceste a pu exercer des pressions psychologiques sur elle. Moi c'était pas forcément mon cas. Peut-être qu'en trame de fond il y a une culpabilité de sentir que quand on va révéler l'acte, quand la parole va se libérer, évidemment ça va briser des liens familiaux. Il y a peut-être ça je vous avoue que j'en sais pas. Alors Jean-Michel, si on continue votre témoignage, vous m'avez dit aussi que vous aviez été amené donc à revoir cet oncle par alliance. En tout cas, un jour, vous avez décidé de parler. Racontez-nous comment ça s'est passé. Vos parents ont fait bon accueil, si je puis dire, utiliser cette expression à votre témoignage, mais ça n'a pas été sans conséquence dans votre vie de famille. Ah oui, ça c'est sûr. Alors ils ont fait bon accueil, oui, si on peut dire. Alors, évidemment, ça les a traumatisés. Hein. Ça a été compliqué. Hein. J'ai vu mon père pleurer pour la première fois, si vous voulez. Donc, j'imagine qu'il avait pleuré avant, mais ça a été bouleversant pour tout le monde. Ça a été un grand soulagement, je vous avoue, pour moi. Ça a été douloureux pour tout le monde, mais je me suis senti vraiment soutenu, aidé. Ils vous ont cru. Ils vous ont cru et tout de suite. Oui, ils m'ont cru. Alors ils m'ont cru pour une raison toute simple, c'est que la personne, mon oncle si vous voulez, avait déjà été condamné pour des faits d'actes pédophiles. Alors il avait juré sur tous les 5 qu'il s'agissait de pulsions homosexuelles, ce qu'avaient confirmé les experts. Mais bon, on sait depuis qu'il y a eu des jeunes filles qui ont été victimes. Donc c'est le lot, mais j'imagine que la psychologue qui est avec nous confirmera cela, mais c'est souvent le lot des manipulateurs pervers qui arrivent à évoluer dans leur petite vie sociale, leur petit milieu bourgeois, et qui profitent des limites et des faiblesses intellectuelles des entourages pour continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais les condamnations antérieures et puis la confiance réciproque qu'il y avait avec mes parents fait que évidemment qu'ils m'ont cru tout de suite. Et les conséquences au-delà du premier cercle familial, est-ce que vous pouvez nous les raconter ?
Alors, bah oui, c'est que ça a été une déchirure familiale, évidemment. D'une part parce que il y a des personnes qui se sont évidemment mises du côté de mon oncle, la majeure partie d'ailleurs des gens, que ce soit les cercles restreints ou les cercles beaucoup plus élargis, beaucoup plus éloignés, soit qui ne sont pas au courant parce que les cercles étant trop éloignés, on n'a pas jugé nécessaire de leur signifier. Soit parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, pour moi, c'est une sorte de faiblesse intellectuelle, hein, mais ils ne comprennent pas qu'on ne puisse pas passer au-dessus facilement. Voilà, et on tente un peu de culpabiliser encore plus les victimes. Donc il y a une grande désunion familiale avec des tantes, avec des grands-parents, voilà. Alors, ce qu'il faut, je pense que ce que les auditeurs doivent bien comprendre, si jamais il y a des victimes d'inceste ou des victimes d'actes pédophiles parmi eux, c'est que dans tous les cas, la parole révélée est bonne parce qu'elle est témoin de la vérité, si vous voulez. Et l'unité familiale, elle n'est pas brisée parce que la parole est révélée, ça c'est faux. Elle est brisée parce que l'inceste est allé à l'encontre de la forme familiale, à l'encontre, si vous voulez, de la structure familiale. Donc c'est l'inceste qui brise la famille. C'est pas la parole qui est révélée. Et ça, il faut se décharger de cette culpabilité en ne prenant pas sur ses épaules ce qu'on a parfois du mal à faire. Hein, et moi le premier. Hein, mais on ne peut pas prendre sur ses épaules la désunion familiale alors que c'est l'inceste qui est à l'origine de ça. La parole, elle doit être libre parce qu'elle est vraie, si vous voulez. Jean-Michel, on s'était dit que vous alliez nous raconter aussi la manière dont vous avez appris à vivre avec cela. Vous m'avez dit donc que ça ne s'efface jamais, que c'est tous les jours, et cette expression que vous avez utilisée, c'est tous les jours, c'est un combat. Alors peut-être ai-je un peu exagéré vos propos, mais comment avancez-vous avec ça et qu'est-ce qui vous a aidé à avancer ? Oui, alors tous les jours c'est un combat, c'est sûr. Alors il y a des jours plus ou moins faciles, des jours plus ou moins difficiles. Il y a des jours où on n'y pense pas, mais les déchirures familiales nous le rappellent assez régulièrement. Il y a des crises d'angoisse, il y a des moments de stress, il y a des nuits blanches, il y a des cauchemars. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, et ça, évidemment que ça ne s'efface jamais. On peut aller au-delà, si vous voulez, il faut tourner la page. Mais le livre a été écrit. Et ça, c'est très important de penser, et enfin de bien se rendre compte que ça a été vécu. Alors, vécu d'une part parce que c'est du passé, donc il faut arrêter de le ressasser sans cesse et tourner la page, et vécu aussi pour bien comprendre que ça fait partie de notre vie, c'est-à-dire que ça fait partie de la construction de notre être, et il faut pas fuir le réel, si vous voulez. Je suis un réaliste convaincu, donc quand ça a été vécu, c'est à la fois passé et à la fois réel. Donc il faut faire avec. Alors pour faire avec, il y a beaucoup de possibilités. Il y a alors parlez à la première personne, si je puis me permettre. Dites-nous vous ce qui vous aide ou ce qui vous a aidé à avancer. D'accord. Alors ce qui m'a aidé à avancer déjà, c'est d'aimer et d'être aimé. Voilà. J'ai été très aimé et soutenu par mes parents, par mes frères, hein, qui se sont vraiment placés, marqués comme soutien, qui se sont même opposés à des membres de ma famille. Et puis je suis toujours aimé par ma famille, mais puis j'ai rencontré mon épouse et j'aime mon épouse et elle m'aime et j'aime mes enfants et je me nourris régulièrement, quotidiennement de leur amour et les aimant, si vous voulez, on se désautocentre, je ne sais pas comment le dire, mais je pense qu'on a parfois trop tendance, notre société et peut-être encore plus les personnes victimes d'inceste ou d'actes pédophiles, de s'auto-centrer. Et ça a été mon cas et d'autres personnes que j'ai croisées, on a bien vu cela. Hein. C'est que on a tendance à se dire que on a trop souffert, que on ne comprend pas cette injustice, que ça nous a
atteint tellement dans notre dignité, dans notre dans notre innocence, dans notre liberté, dans notre personne, de manière charnelle, si vous voulez. Ça, c'est du quotidien, hein, que on se centre sur soi-même. Mais le fait de se dire déjà qu'il y a bien pire, et dans le pire, je pense au Christ, et ça, c'est une grande force en tant que croyant, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté sur lui toutes ces souffrances-là. C'est une grande chance. On se dit qu'il y a bien pire, hein. Si je peux conseiller aux éditeurs le dernier ouvrage de Jeanne Pelat, je le fais avec grand plaisir. On l'invitera, Jeanne Pelat. C'est un peu difficile de résumer ce à quoi vous faites référence, mais oui, enfin voilà, une jeune fille qui est handicapée moteur cérébral et qui a écrit un livre remarquable récemment. Mais peut-être finissez justement sur, puisque vous avez commencé à en parler, vous teniez à le dire, ça peut parler à certains auditeurs, peut-être qu'on en parlera à la fin de l'émission, mais vous vouliez, voilà, à la faveur de cette émission, dire aussi que la foi est pour vous d'un grand secours. Oui. Oui, la foi est pour moi évidemment d'un grand secours, parce que ça m'aide quotidiennement à me décentrer, c'est-à-dire à arrêter de ne penser qu'à travers en fait une souffrance personnelle, et de se dire que déjà on est appelé à travers l'autre à aimer l'autre, à aimer les autres et à construire un amour pour l'autre. Donc il y a une volonté de je sais pas, mais voilà, d'amour envers notre prochain, envers ceux qui nous entourent. Alors pour les auditeurs non chrétiens, ça se conçoit parfaitement, hein. Le bien passe par les autres, si vous voulez. Le bonheur passe par les autres. Donc les autres doivent être une force d'amour. Et alors quand on est chrétien, et ça je rends grâce à Dieu pour ça, c'est qu'on est appelé à bien plus grand que notre petite personne, si vous voulez. Et oui, on a vécu des actes traumatiques. Oui, il y a des moments qui sont, des rappels qui sont souvent douloureux. Mais il ne faut pas viser cette souffrance terrestre, si vous voulez. On est appelé à viser le ciel. Et ça, c'est une grande espérance et une grande joie. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir eu le courage et l'amitié auprès des auditeurs donc de donner votre témoignage. Nous sommes avec Anne de Lucie qui est administrateur ad hoc. Elle va nous expliquer ce que ça veut dire. Josiane Périssé, vous êtes psychologue à l'unité hospitalière Enfance en danger à l'hôpital des enfants du CHU de Toulouse. Et Marie-Laure Dutheil, vous êtes membre de l'association donc Innocence en danger IED à Toulouse. Vous avez certainement beaucoup de réactions donc à son témoignage, mais j'aimerais qu'on commence cette deuxième partie en donnant quelques ordres de grandeur. Alors, je me suis pris les pieds dans le tapis, je le dis en direct, parce que moi j'avais trouvé des chiffres, mais en fait vous m'avez corrigé, qui concernent les agressions sexuelles sur des mineurs, mais en général en France. Et là, en l'occurrence, l'inceste, ce ne sont pas toutes les agressions. Je me tourne vers vous, Josiane Périssé. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme chiffres ? Pour les agressions sexuelles, on va dire hors cadre familial et au-delà, j'ai vu ces chiffres, 1 fille sur 5, 1 garçon sur 13, ce serait même 2 enfants par classe, ai-je lu. Alors quand c'est un inceste, on arrive à quelle proportion ? D'abord dire qu'on a du mal à avoir des chiffres parce qu'ils ne sont pas forcément dissociés, des agressions sexuelles en général. Moi, ce que je vous donne, c'est une enquête qui a été faite il y a quelques années par l'Association internationale des victimes d'inceste, qui avait interviewer à peu près 1000 personnes, tout venant, pour leur demander si elles-mêmes avaient, dans leur vie, été victimes ou étaient. Et ce chiffre arrivait à 3% de personnes qui déclaraient une situation d'inceste, ce qui est, pour ma part, je pense, un chiffre important. Et quand on leur demandait, dans leur entourage, combien de fois ou combien de personnes ou à combien de reprises c'était arrivé, on arrivait à un chiffre qui pouvait dire que ces personnes, ou chacun de nous, pouvait avoir à peu près 25% d'une population qui avait été victime dans l'entourage. Donc, on ne peut pas avoir des chiffres très exacts. Mais entre 2% et 25%, voilà. Pardon, vous pouvez expliquer comment vous faites le saut ? Pour ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi. Ça peut être les mêmes personnes. Dans votre entourage, il y a 25% de gens qui déclarent que dans leur entourage, quelqu'un a été victime d'inceste. D'accord. Voilà.
Donc, du coup, si je reprends ces chiffres donc, qui ne sont pas les bons, hein, une fille sur 5 et un garçon sur 13, est-ce à dire que du coup, l'inceste, c'est une réalité qui est moins, on va dire, aussi terriblement importante que le fléau des agressions sexuelles sur les enfants? Il ne s'agit pas du tout de minimiser ce type de drame, hein, mais... Il s'agit de dire que l'inceste fait partie des agressions sexuelles. Mais l'inceste a une définition très particulière, c'est qu'il est commis par des personnes apparentées. Donc la relation incestueuse a une définition bien limitée. Hein. Alors les appariements sont les personnes qui ne peuvent pas se marier entre elles. Donc relation entre parents et enfants, relation dans une fratrie, relation de grands-parents-enfants. Et on a aujourd'hui aussi toutes les situations qui entrent dans ce registre-là quand les personnes ont autorité. Beaux-parents, donc belle famille, hein, qui a aussi une position qui peut être qualifiée d'incestueuse. Anne Delucy, j'ai lu que cela avait été défini dans le Code pénal en 2016. Donc, on va dire, les situations qui caractérisent donc un inceste. Pourquoi est-ce que ça date de si récemment? Est-ce que c'était aussi difficile que ça de définir ce qu'est un inceste? D'abord, je voudrais expliquer ce que je suis, un administrateur ad hoc. Oui, je vous en prie. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Un administrateur ad hoc est une fonction que les gens ne connaissent pas tellement. C'est un administrateur ad hoc est désigné par des magistrats, notamment, je dis notamment parce qu'il y a plein d'autres situations, dans le cadre pénal, lorsqu'il y a une carence de parents ou un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants. Et l'administrateur ad hoc est là pour représenter les intérêts de l'enfant, notamment dans le cadre pénal. Et notamment, moi j'ai beaucoup de dossiers qui concernent des dossiers d'inceste, des enfants victimes dans le cadre familial. Et là, le rôle de l'administrateur ad hoc est très important puisque cela permet de mettre un peu à l'abri soit la mère, soit l'un des parents qui garde sa place de parent. Et l'administrateur ad hoc représente l'intérêt de l'enfant, ce qui permet d'éloigner la mère qui souvent est épouse ou qui peut être mère aussi d'un autre enfant, parce que j'ai beaucoup de dossiers aussi. Pourquoi vous parlez souvent des mères? Parce que c'est le plus courant, évidemment. C'est plus les papas qui abusent les pères, des les grands-pères, quelquefois les concubins qui abusent des enfants. Vous avez aussi dans le cadre de la fratrie. Des enfants et souvent des petites filles. Vous aviez l'air de dire que c'était... Ou même des garçons. Alors des garçons, c'est dans le cadre de la fratrie et en général c'est un frère. Mais j'ai aussi des situations où ce sont des cousins. Alors, donc vous me parliez de la loi de 2016, mais en fait, il y a eu beaucoup de débats, d'allées et venues, parce que l'inceste n'était pas une notion qui était abordée dans le code pénal. Alors, après moult évolutions, en 2016, il y a eu une loi qui a réintroduit le terme d'inceste. Mais de toutes les manières, l'inceste est une agression sexuelle qui est déjà... condamnés par le code pénal et les peines sont aggravées parce que c'est à ce moment-là un inceste. L'agression sexuelle est condamnée et du fait que c'est un inceste, la peine est aggravée, tout simplement. Marie-Laure Dutheil, peut-être sur ces chiffres et cette introduction qui peut paraître bien technique pour un sujet aussi grave, mais vous auriez quelque chose à ajouter avant qu'on parle peut-être de la manière de l'importance de la réaction des proches? Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter? Non, je pense que sur ce qui a été dit, non. Alors, justement, si vous en êtes d'accord, donc, j'aimerais qu'on mette en perspective donc, le témoignage de Jean-Michel, puisque j'ai lu et on entend souvent que la réaction des proches est fondamentale et clé dans ce type de drame. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Josiane Périssé? Est-ce que la plupart du temps, c'est au-delà de l'effet tsunami, c'est la sidération en fait gagne la famille et du coup ça peut être un frein pour les victimes de ne pas oser parler parce qu'elles se doutent que ça va être terriblement clivant ou... Alors, moi, je reviens juste sur le témoignage pour quand même dire que ce qu'on comprend dans le témoignage qui est dit, c'est qu'on a affaire à un inceste qui n'a pas de violence physique, en tout cas, rien ne semble le montrer. Et donc, on peut penser qu'on est dans quelque chose de l'ordre de la séduction du petit garçon par cet adulte.
Il a dit juste qu'il n'y avait pas de viol. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de geste posé. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de geste posé. Je parle de la violence. En tout cas, dans ce qu'il rapporte, il parle de violence. Quand il parle de violence, mais il dit il m'a privé d'enfance. Hein, je trouve que ça c'est très important. Il me prive d'enfance. Voilà. Donc je parle de cela parce que l'adulte dans cette posture-là d'agresseur n'est pas souvent perçu par la famille comme quelqu'un de dangereux. Hein, et j'en parle d'autant plus que dans l'histoire qui nous est rapportée, je m'étaye là-dessus parce que je pense que c'est intéressant. Ce monsieur, il a des antécédents. Et malgré ses antécédents, la famille continue à lui faire confiance. Donc je ne peux pas penser qu'elle lui fait confiance que parce que intellectuellement tout le monde est d'accord avec le fait qu'il s'est rangé. Je pense que dans son comportement, ce monsieur n'avait pas d'attitude qui pouvait choquer, en tout cas dans ce que les proches voyaient. Bon, pour en arriver aux proches. Pour dire qu'effectivement, quand un enfant dévoile des faits incestueux par une personne de l'entourage qui a l'affection de tout le monde et qui a des comportements souvent extrêmement gentils avec les enfants. C'est ça le fond du sujet. Avec beaucoup d'affection, parce que le père incestueux, la plupart du temps, mes collègues en parleront, n'est pas le tyran domestique. Évidemment qu'il peut l'être, mais quand il l'est, c'est simple. Voilà. Quand il est le tyran domestique, c'est relativement simple parce qu'on n'a pas d'ambivalence pour le dénoncer. On a peur. Hein, on a la crainte des représailles. Mais la plupart du temps, il ne l'est pas. Pardon ? La plupart du temps, il ne l'est pas. La plupart du temps, il ne l'est pas. Hein, et c'est parce que on a le père du jour et le père de la nuit. Hein, on va faire simple, pour dire que le père du jour, ça peut être celui qui vous amène au parc, qui vous aide à faire vos devoirs, qui peut pallier, je mets des nuances parce que je ne veux pas faire de stigmatisation, mais qui pallie souvent des mères qui ne sont pas aussi affectives que ce que souhaiterait l'enfant. On a souvent des pères extrêmement attentifs, et les enfants sont perdus dans cette dynamique-là. Donc effectivement, comme dit ce monsieur, il faut du temps pour discerner le comportement déviant du parent. Alors moi j'avais une question aussi, pardon, vous vouliez intervenir, non ? J'avais une question sur la sidération. Pardon, vous vouliez intervener là-dessus ? Allez-y. Souvent les enfants ne comprennent pas parce qu'ils... Excusez-moi, souvent les enfants ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils voient un père qui a l'air très gentil, qui s'approche d'eux, en fait ils se laissent faire, mais c'est la sidération, mais en même temps c'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils sont amenés à être, je dirais, objets de gestes de la part du père ou quelquefois du grand-père, mais ils ne comprennent pas, ils se laissent faire et il y a une espèce d'emprise parce qu'ils se disent de toutes les manières c'est mon père, c'est mon grand-père, il a autorité sur moi, je lui dois le respect, je me laisse faire et ils ne comprennent pas. C'est souvent par la suite, quelques mois ou quelques années plus tard que, en prenant de l'âge, ils réalisent ce qu'ils ont subi et ils réalisent qu'ils ont été mal à l'aise depuis. Alors j'ai lu aussi sur ce sujet qu'il pouvait y avoir comme une forme d'amnésie traumatique, c'est-à-dire que, enfin moi je vais le dire avec mes mots, hein, qui sont peut-être un peu triviaux, mais c'est pour que l'enfant en fait ne devienne pas fou. Eh bien il y a comme une barrière psychologique qui se met en place et du coup voilà, l'enfant vit avec en fait sans se rendre compte de ce qui a été vécu. Qu'est-ce que vous diriez sur cette amnésie traumatique, Josiane Périssé ? Oui, on peut se dire que c'est pour survivre en fait. C'est ça, c'est le besoin de survie, comme si c'est comme un déni de quelque chose qui s'est passé et vous le refoulez, vous faites en sorte qu'il soit pas présent à votre esprit, vous faites en sorte que la représentation s'en aille. Autrement dit, il y a des mécanismes psychologiques alors qui ont été retravaillés aujourd'hui. Hein. On a parlé de l'amnésie infantile, on a parlé du refoulement en psychanalyse. Aujourd'hui, on est sur des phénomènes différents. Avec la neurobiologie, vous parliez de Muriel Salmona tout à l'heure, il y a donc, on pense que dans le phénomène du stress post-traumatique, on a des phénomènes qui permettent de garder à l'intérieur de soi des choses traumatiques, et c'est la raison pour laquelle ça peut revenir en boomerang sur, par exemple, bien plus tard, un événement factuel qui vous fait ressurgir le traumatisme. Et tout ressort. Voilà. Alors, une fois de plus, c'est pas pour faire du sensationnalisme, hein, mais je trouve que ça aide à prendre conscience de ce que vivent ces enfants pour être alertés. Dans une émission que j'ai regardée, donc c'était Le Monde d'en face sur France 5 le 5 février 2019, sur les agressions sexuelles à l'égard des enfants, une personne témoignait qui avait été victime, si je ne me trompe pas justement, d'un tout proche, donc c'était un cas incestueux. Il racontait qu'étant devenu adolescent ou adulte, il errait en fait le soir
dans les rues, au milieu des personnes sans domicile fixe. Il disait aussi au milieu des personnes prostituées. Il a eu cette phrase « Ma place était au milieu d'eux, au milieu de ces gens qu'on ne voit pas ». Est-ce que c'est souvent en fait comme ça que l'enfant le vit? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet, Josiane Périssé? Je ne sais pas trop comment il faut l'interpréter, d'être au milieu de ces gens qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il s'identifie à eux? Est-ce qu'il a une petite estime de lui-même et il se sent plus proche d'eux et plus semblable à eux? C'est difficile de J'entendais par là que souvent, j'ai pu lire que les enfants en fait, sont comme étonnés que l'entourage proche ne se soit pas rendu compte en fait, de la situation ou ne l'ait pas dénoncé. D'accord. Autrement dit... ce qui peut leur donner ce sentiment d'être invisible, oui. Invisible. Mais alors ce qui est compliqué, c'est que je pense qu'en même temps, eux font tout ce qu'il faut pour qu'on ne le sache pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des mouvements très ambivalents chez les enfants, c'est-à-dire qu'une partie d'eux voudrait le faire cesser, et d'ailleurs, moi je pense qu'on peut en discuter avec les interlocutrices là, mais ce que les enfants souhaitent, c'est que ça s'arrête. Voilà, d'abord. Et ils ont très peur des conséquences de leurs paroles. Donc ils sont très partagés, ils veulent que ça s'arrête, mais ils savent que s'ils parlent, c'est ce dont parlait votre interlocuteur, c'est la désorganisation familiale et la réaction des proches qui n'est pas toujours favorable à l'enfant. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de situations, j'ai rencontré beaucoup de situations où la famille prend parti et prend position du côté de l'auteur ou de l'agresseur, par économie d'abord, économie psychique, c'est-à-dire que c'est peut-être moins douloureux de se dire « ça ne s'est pas passé ». Voilà, l'enfant fabule. Alors les parents ne disent pas il ment, mais ils vont dire d'abord c'est pas lui. Voilà, il peut dénoncer cette personne-là, mais finalement ça a pu se passer ailleurs. Donc on peut s'interroger sur l'auteur. Et puis ils peuvent se dire oui mais on lui raconte une histoire. Bon voilà. Autrement dit, c'est très douloureux pour des proches de penser, et je veux le dire, qu'ils n'ont pas vu. Or, je voudrais, puisqu'on a une émission quand même pédagogique, didactique, dire que on peut être proche, on peut aimer son enfant, on peut s'en occuper parfaitement bien, et il y a des choses qu'on peut ne pas voir. Voilà. Parce que la relation qu'on a avec la personne qui est incestueuse fait qu'on ne peut pas imaginer qu'elle a des comportements déviants. Voilà. Donc il y a un ensemble de phénomènes qui peuvent expliquer ces comportements-là. Après, il y en a d'autres où les enfants sont quand même très persécutés par les positions d'un parent qui va faire alliance avec l'autre, en choisissant finalement le conjoint au détriment de l'enfant. Voilà, je ne peux pas dire autrement. Oui. J'aimerais qu'on avance, donc je vois le temps qui passe. Qu'est-ce que vous diriez? Quel est l'accompagnement qui est, on va dire, bienvenu? En l'occurrence, Jean-Michel, lui, a fait le choix de ne pas faire de travail thérapeutique, c'est ce qu'il m'avait dit. Voilà. Qu'est-ce qui existe? On verra dans la dernière partie de l'émission ce qu'on peut conseiller aux personnes qui, par hasard, seraient concernées, qui écouteraient cette antenne, ou des gens qui ont peut-être des soupçons à l'égard de proches. Quel type d'accompagnement, qu'est-ce que vous conseillez, Marie-Laure Dutheil, vous, aux personnes comme accompagnement? Alors, comme accompagnement, quand on veut libérer la parole, puisque c'est la première chose par laquelle... C'est la première étape, je pense, vers le chemin de reconstruction. C'est parler à une personne de confiance. Ça peut être donc une personne de son entourage. Ça peut évidemment être le réseau associatif. Tout dépend de l'âge auquel on va s'exprimer. Est-ce que c'est vous pensez plus à un enfant qui va commencer à en parler ou alors un adulte? Je sais pas, c'est vous qui avez l'habitude, donc je vous laisse répondre. Alors en ce qui concerne donc IED Toulouse, donc moi je vais parler du public qu'on reçoit à IED Toulouse. On a généralement des adultes qui viennent parce qu'ils l'ont vécu donc dans l'enfance et très souvent ils sont âgés autour de la trentaine. C'est l'âge auquel ils sont en capacité psychique, je pense, de commencer à révéler ces faits. Ils viennent en parler aussi parce que des fois, ils ont leurs propres enfants ont atteint l'âge qu'ils avaient au moment des premières agressions. Donc ça fait une espèce de détonateur, j'ai envie de dire, qui les pousse à parler.
Après, quel accompagnement? Est-ce qu'il y a un accompagnement type, en gros? Est-ce qu'il faut à tout prix, une fois qu'on a libéré la parole, être accompagné de... Voilà, faire un travail thérapeutique. Est-ce qu'il y a des grands conseils que vous donnez? Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Le meilleur accompagnement, c'est celui qui convient à la personne, et chaque personne est différente. À Innocence en danger, on est une équipe donc exclusivement de bénévoles, donc on n'est pas une structure qui a les moyens de faire du soin. Donc on les écoute, soit on leur apporte donc des conseils juridiques s'ils le veulent, des conseils psy s'ils le veulent, et après éventuellement on va les réorienter vers d'autres structures. Le public qu'on reçoit à Innocence en danger, c'est un public qui est en demande d'écoute déjà. Et certains se contentent d'une écoute bienveillante, de celle qu'on peut leur apporter. Est-ce qu'il faut impérativement un travail thérapeutique? Je ne saurais pas le dire. Je pense qu'il faut quand même une introspection, mais est-ce que ça passe forcément par une thérapie? Je suis un peu démunie pour répondre. Alors, je vais essayer de poser ma question autrement. Muriel Salmona, dont vous avez parlé tout à l'heure, que j'avais cité, donc, qui est psychiatre et psychanalyste dans cette émission donc, sur France 5, qui me sert un peu de base documentaire, donc Le Monde d'en face, qui était donc, le 5 février dernier, même si, une fois de plus, le sujet, c'était les agressions sur des mineurs et pas seulement dans le cadre incestueux. Elle a eu cette phrase, moi, qui m'a marqué. Elle disait, si, en fait, on va vite, on a les moyens d'accompagner les personnes et voilà, d'éviter que j'allais dire que ça prenne des proportions, le mot est mal choisi, mais de réduire en tout cas le traumatisme. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, Josiane Périssé? Alors d'abord, je veux dire une chose importante, c'est que avant l'inceste, il y a l'incestueux ou l'incestuel. Je ne peux pas m'empêcher de parler de l'avant, parce qu'il faut faire un peu de prévention aussi. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger, quand on est des proches, sur des gestes qui sont inadaptés dans ce que l'on voit. Voilà. Il faut de l'intimité, il faut de la pudeur, il ne faut pas confondre générations. Voilà, tout n'est pas permis. Et si on intervient tôt, on est moins gêné. Voilà. Et on peut arrêter des comportements déviants, d'abord. Ensuite, effectivement, il faut aider les enfants à libérer la parole, il faut les aider à s'exprimer. Et le travail thérapeutique, c'est peut-être de faire en sorte que les enfants qui sont victimes, assez rapidement, aient un interlocuteur pour les aider à comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne, que le geste était déviant, expliquer que, alors selon l'âge de l'enfant, il est malade. Cette personne, elle est malade dans sa tête. Alors quand je dis malade dans sa tête, ça ne veut pas dire irresponsable. Ça veut dire qu'elle fait des choses qui ne doivent pas se faire pour des raisons qu'il faudra que quelqu'un d'autre comprenne et qu'ils ont bien fait d'en parler pour s'en libérer et pour que ça s'arrête. Et puis ensuite, au fil de l'âge, les enfants peuvent avoir besoin de faire des soins plus longs, une psychothérapie, mais je pense qu'il ne faut pas stigmatiser et qu'il faut prendre chacun, comme dit ma collègue, à la vitesse à laquelle il est. Voilà. Moi, je compléterai aussi parce que là, c'est vraiment, on donne du temps. Il faut savoir que la révélation des faits se fait très régulièrement par le biais de l'école ou par le biais d'amis qui en parlent. Alors, si c'est dans le cadre de l'école, l'ami est au courant, on parle au CPE ou à l'assistante sociale du collège ou de l'école primaire. Et en fait, il faut savoir que une révélation pareille est prise en considération immédiatement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on en parle à la directrice convoque l'enfant et fait un signalement au parquet. Donc là, la réponse est immédiate. On n'attend pas. Dès que l'enfant ou le jeune, parce que ça peut être un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, comme un jeune de 15 ans qui enfin se met à parler, ou à 16 ans, qui se met à parler. Donc là, vous avez une réponse qui ne tarde pas. C'est assez immédiat. Le parquet est au courant, diligente une enquête, tout le monde est entendu, ça peut aller en instruction, etc. Donc là, l'enfant aussi a une expertise. Madame Périssé pourra vous en parler, parce que dès que des faits de ce style sont révélés, dans le cadre de la procédure, l'enfant est expertisé. Et alors là, c'est extrêmement lourd, c'est un peu le rouleau compresseur, parce que c'est les gendarmes, ce sont les expertises psychologiques, psychiatriques. Donc il faut voir que quand même, c'est pris en considération très vite maintenant, très très vite. À partir du moment où les faits sont dévoilés. J'avais une question quant à la prévention. Voilà, elle va être peut-être un peu abrupte et grossière, mais on se demande en fait à quel moment
les enfants sont prévenus et à quel moment du coup on peut les aider à prendre conscience que ces actes sont criminels. Y a-t-il dans l'éducation nationale, je ne sais pas, des directives qui incitent les maîtres, les maîtresses et les enseignants à en parler au début de l'année et à dire voilà, ça se fait, ça se fait pas. Si c'est le cas à la maison, venez nous voir. Josiane Périssé. Oui, enfin, c'est une question délicate parce que ce type de prévention a été mis en place il y a une vingtaine d'années, avec des protocoles qui s'appelaient « Mon corps, c'est ton corps »,« Mon corps, c'est mon corps », pardon, et quand même des difficultés pour discuter avec les enfants qui n'osaient plus se mettre sur le genou du papa, de la maman le soir et qui n'osaient plus se faire laver. Alors, moi, je crois qu'il faut effectivement, très globalement, dans le cadre de l'école, on peut discuter des comportements des enfants entre eux d'abord, des comportements des adultes avec les enfants. Donc, on n'a pas le droit de violenter un enfant, on n'a pas le droit de le gifler, on ne peut pas se bousculer. Les attouchements sexuels entre enfants à cours de récréation, ils ne sont pas non plus permis. On n'a pas forcément non plus le droit d'aller dans le cabinet. Enfin, autrement dit, on peut introduire la notion de l'intimité corporelle de manière délicate et pour arriver au fait que, y compris à la maison, on a une intimité et les parents doivent la respecter. Voilà. Mais il faut faire attention pour ne pas induire des choses qui ne sont pas adaptées. Voilà. Pour finir, j'aimerais qu'on revienne donc sur les conseils à donner aux personnes donc, qui sont ou qui ont été concernées. Pour commencer, vous avez dit donc les unes les autres, et donc particulièrement Marie-Laure Dutheil, qu'il fallait commencer par en parler. Vous pouvez repréciser à qui, vers qui se tourner? Vers qui se tourner? Vers une personne de confiance, tout simplement. Vers une personne de l'entourage en qui on a confiance. Dont on sait qu'a priori, elle ne remettra pas en cause notre parole, c'est voilà, ça? dont on sait qu'elle va écouter la personne, parce que faire des révélations de faits d'inceste, c'est toujours très compliqué. La première crainte des victimes, c'est de ne pas être crues, ce qui explique que certaines parlent à un âge adulte, voire des fois très avancé. Et ça explique aussi le fait que la révélation se fait par palier, par étapes. Parce que tout dire d'un coup, c'est peut-être aussi une violence psychique déjà, d'oser tout dire d'un premier coup. Josiane Périssé, vous disiez qu'il fallait aussi imaginer qu'il fallait du temps en fait, pour libérer cette parole. C'est-à-dire qu'on peut commencer à en parler à quelqu'un, mais il faut se dire qu'à partir du moment où on va décider d'en parler, ça va peut-être prendre du temps d'aller jusqu'au bout. Expliquez-nous ça. Oui, mais enfin, il faut quand même bien différencier les situations qui sont en cours de celles qui sont passées. Donc on ne peut pas ignorer, on ne peut pas laisser faire un inceste qui se passe et attendre. Donc sur des situations où on a le sentiment que une relation incestueuse est en place et consommée, si je puis dire, il faut faire en sorte que ça s'arrête. Voilà, donc il faut arriver à faire comprendre à l'enfant qu'on est un ami, on est un proche, il vient vous en parler, mais que ça pourra pas s'arranger en famille, qu'il va falloir aller voir un professionnel. Et on va essayer avec l'enfant de trouver vers quel professionnel on va aller pour que ça s'arrête. Ça peut être, par exemple, décider d'aller dans un internat pour que ça s'arrête. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais ça peut être la première marche. Et ensuite, il faut accompagner pour pouvoir dénoncer ces faits-là et faire accepter à la victime que la justice va s'en mêler. Parce que c'est une affaire qui est mortifère pour le sujet et qui est aussi déviante. Voilà. Donc il faut un peu de temps pour, à mon avis, ce processus judiciaire qui est peut-être difficile à accepter par l'enfant et qui passe peut-être d'abord par une séparation physique avec l'auteur des faits pour que les faits s'arrêtent immédiatement, parce que ce qui est obligatoire, c'est que ça s'arrête dès qu'on le sait. Et pour les personnes qui auraient été concernées, on va dire il y a 10, 20, 30 ans, il faut avoir aussi en tête que la procédure judiciaire peut être quelque chose, évidemment de très lourd, mais aussi qui n'est pas forcément concluant, non? Est-ce que c'est quelque chose à avoir en tête, Anne de Lucie? Le problème de dénoncer c'est tout à fait possible, de dénoncer des faits tardivement, c'est simplement une question d'éléments matériels probants. S'il n'y a pas assez d'éléments, si on n'en retrouve pas assez, on risque d'aller à un classement sans suite, et ça peut être encore plus douloureux pour la victime. Donc à la limite, il faudrait que
si la personne a envie d'une procédure judiciaire, il faudrait vraiment qu'elle soit sûre que ça puisse aboutir, parce que sinon c'est vraiment difficile à vivre. Cela étant dit, celles qui font des procédures, en général, c'est qu'elles ont tout à fait des arguments pour aller au bout. Dernière question, qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui soupçonnent quelqu'un dans leur entourage? Quelle est la bonne manière de se comporter? Je ne sais pas qui veut répondre, Marie-Laure Dutheil. Peut-être aller voir l'enfant en lui disant que s'il veut parler, on peut l'écouter. Oui, Josiane Périssé. Moi, je crois qu'il faut aborder, il ne faut pas être toujours dans le déni. Je pense qu'il y a des comportements que l'on voit et il faut aborder la personne concernée. Je veux dire qu'on peut voir des comportements érotisés. Je voudrais juste prendre ce point-là. Il ne faut pas érotiser les relations entre les adultes et les enfants. Voilà. Donc, quand on voit des comportements inadaptés, de séduction, il faut intervenir. Voilà. Il faut intervenir, y compris avec l'adulte concerné. Voilà. Quand on voit des caresses inadaptées, il ne faut pas attendre en disant peut-être que j'ai mal vu, la prochaine fois on verra mieux. Voilà. Est-ce qu'il faut aller voir la gendarmerie? Est-ce qu'il faut... il faut quand même avoir des éléments pour aller voir la gendarmerie. Parce que si on va voir la gendarmerie avec des soupçons non fondés, ça ne va pas être très concluant. Voilà. Il faut d'abord commencer, quand on a des comportements sexualisés, je déborde l'inceste, sexualisé, c'est-à-dire un adulte qui est trop pressant avec un enfant, qui a des caresses inadaptées, qui a des façons de l'entourer inadaptées, on va le voir et on commence par discuter avec lui. Ensuite, on va voir l'enfant et on essaie de faire en sorte de délier la relation, parce qu'il faut décrocher l'enfant qui peut être très séduit par cet adulte-là. Donc, ou sous emprise. Ou sous emprise, voilà. Pour finir, est-ce que on peut dire qu'il existe ce qu'il faut dans la société française pour lutter contre ces crimes, contre ce fléau? Une fois de plus, je reviens donc à Muriel Salmona, qui, elle, parlant du sujet en général et pas seulement dans un cadre familial, donc incestueux, elle dit que pour les agressions sexuelles sur mineurs en France, il faut un plan d'urgence national de protection des enfants. Sur la question de l'inceste, est-ce qu'aujourd'hui en France, il y a ce qu'il faut, et s'il manque quelque chose, qu'est-ce que ça serait? L'inceste fait partie des agressions sexuelles de toutes les manières. Et je pense qu'un plan d'urgence, il me semble que de toutes les manières, il y a déjà un cadre légal qui est mis au point. Il me semble aussi qu'il y a justement pas mal d'associations. Moi, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus, parce que au travers de tout ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant, on voit que le problème majeur, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir le dire. À partir du moment où vous ne dites rien, personne ne peut intervenir. Josiane Périssé, pour le mot de la fin sur ce sujet, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que tout est fait, ou est-ce qu'il pourrait être fait davantage? Et s'il y a des angles morts, quels sont-ils? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est aider les enfants à penser, aider les enfants à exprimer leurs émotions, aider les enfants à parler de ce qu'ils vivent bien, de ce qu'ils vivent mal, être attentifs aux comportements qu'ils peuvent avoir. Et il y a des indicateurs qui sont quand même à prendre en compte. C'est quand on a des petits-enfants avec une hypersexualité, on peut s'interroger pour savoir d'où ça vient. Voilà. Alors, je ne veux pas dire que ça vient de l'inceste, parce que je voudrais terminer simplement pour dire que je suis allée sur Internet avant cette émission, j'ai cliqué sur inceste et j'ai vu vidéo pornographique à caractère incestueux. J'ai cliqué là-dessus et j'ai vu des horreurs. Voilà. Alors, vous êtes un homme d'émission. Je pense que ça, c'est quand même... J'ai été extrêmement choquée de voir, par exemple, je baise avec ma mère. Voilà. Et vous voulez dire quoi par là? Que la pornographie aussi... Je veux dire que la pornographie est à dénoncer et que je ne comprends pas que ce type de vidéo, sur un clic simple, on est comment un adolescent baise avec sa mère. Voilà. Sans compter les frères sur leurs autres frères. Il faut savoir que les enfants, avec leur téléphone portable, même s'il y a un contrôle parental ou autre, avec le Wi-Fi, ils ont accès à toute la pornographie
possible. Voilà, c'est bien de le dire. On en parle souvent des fléaux de la pornographie à cette antenne, mais c'est jamais de trop. 2 informations pour finir. On peut citer aussi le 119. Voilà, c'est un numéro que l'on peut appeler qui est dédié pour cela. Et puis, j'ai trouvé, je cite un site alerterpoursauver.org, site qui a été mis en place par l'association Enfants Bleus, alerter pour sauver, tout accroché, sauver.org. Merci beaucoup d'être venu au micro de cette émission ce matin pour parler de ce sujet ô combien délicat. Un grand merci à vous et à Jean-Michel. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.